Spécial OPS, ma série préférée de tous les temps, nous présente Cruz Manuelo, une jeune femme au caractère bien trempé originaire de l'Oklahoma. Après le décès de sa mère alors qu'elle était au lycée, elle a sombré dans une spirale infernale, passant du métier de stripteaseuse à une relation marquée par la violence. Lorsqu'elle finit par craquer et décide de reprendre sa vie en main, elle s'engage dans le corps des Marines pour fuir son passé. De reconnaissance, Force Reconnaissance, effectue 2 missions en Afghanistan et fait preuve d'une telle efficacité qu'elle attire l'attention de personnes influentes. Parmi elles figure Jo McNamara, épouse du bienveillant Dr Neil et mère de Charlie ainsi que de Kate, une adolescente au caractère plus complexe qui dirige le programme d'opération spéciale Lioness pour la CIA. Surnommée Lionne, s'immisce dans la vie de la fille, de la mère ou de l'épouse de la cible. L'idée maîtresse est que l'intimité peut réussir là où une approche militaire directe échoue. La première a choisi que Jo demande à Cruz lors de son recrutement est de se déshabiller entièrement. Sa cible les a découverts, retenu. Jo a ordonné une frappe aérienne sur le bâtiment où l'agent était retenu pour lui éviter d'être torturé à mort. Jo est bien décidé à ne pas commettre 2 fois la même erreur. États-Unis plutôt que vers la fortune colossale, un demi-milliard de dollars, que la famille contrôle en toute discrétion. La cible de Cruz est Alia, la fille de la cible principale. Jo infiltre Cruz sous le pseudonyme de Zara Hadid, lui permettant de se présenter nerveusement Alia dans une boutique Louis Vuitton au Koweït. Alia se prend immédiatement d'affection pour elle. Ce premier contact établi, Jo soumet Cruz à un entraînement serré illégal dirigé par Cody, un instructeur du combat Application Group. Comme Cruz devra opérer en totale autonomie à proximité immédiate de la famille Amrohi, Jo a besoin de connaître avec précision la durée pendant laquelle Cruz peut résister à la torture avant de céder, afin que la CIA puisse calculer la fenêtre d'intervention idéale pour un sauvetage. Les instructeurs ne vont pas aussi loin que Jo le souhaiterait, mais ils poussent l'exercice assez loin pour laisser Cruz rouer de coups et en piteux état à la fin de la séance. Lorsque la fidèle équipe d'intervention rapide, QRF, de Jo découvre ce qui est arrivé à leur nouvelle agente, ils retrouvent l'équipe d'interrogateurs dans un bar local et les passent à tabac, tout en sachant pertinemment que la torture avait été ordonnée par leur propre chef. C'est à ce moment précis qu'Alia appelle Cruz pour l'inviter à passer une journée à la plage. En passant plus de temps avec Alia, Cruz découvre une femme qui déteste sincèrement sa propre vie. Tout son avenir a été tracé d'avance, y compris son mariage avec un membre de la famille royale saoudienne nommé Ehsan al-Rashti, un homme dont elle ne veut pas. Plus Cruz la fréquente, plus il lui devient difficile de rester concentré sur sa mission. Alia s'éprend tout autant d'elle, ce qui complique considérablement la tâche de Cruz. Jo la ramène à la réalité en lui faisant visionner une compilation d'images d'attentats terroristes financés par le père d'Alia. Cela rappelle à Cruz la raison exacte de sa présence, même si ses sentiments pour Alia ne disparaissent jamais tout à fait. Le programme Lioness opère généralement en totale autonomie tant que l'équipe reste hors du sol américain, mais Kyle Mcemanus, un collègue de Jo à la CIA, lui demande un service qui vient tout compliquer. Il convainc Jo de lui prêter son équipe QRF pour exfiltrer un informateur clé d'un cartel avant qu'il ne soit transféré au département de la sécurité intérieure. Bien que l'extraction soit une réussite, la patrouille frontalière filme l'opération, provoquant la colère de leur chef, Byron Westfield, face à cette mission non autorisée. Heureusement, l'atout récupéré fournit des renseignements sur une cellule d'Al-Qaïda à San Antonio qui projette de poser une bombe à l'Alamodome lors d'un concert d'Elton John, une salle bondée de plus de 64 000 personnes, ce qui amène Byron à fermer les yeux et à faire disparaître les images. L'équipe de Jo élimine la menace et détruit le site pour effacer toute trace de la CIA. La police locale s'attribue rapidement le mérite de l'opération au journal télévisé du soir, mais le secrétaire d'État Edwin Mullins n'est pas dupe un seul instant. Alia se mariera, aura des enfants, et ces derniers grandiront en apprenant que leur grand-père a été tué par le gouvernement américain, ce qui engendrera la prochaine génération de radicaux. Ce que Cruz ne perçoit pas depuis sa position, c'est que la mort de ce père autoritaire pourrait bien offrir à Alia la première véritable liberté de sa vie, l'usage qu'elle en fera ne dépendra que d'elle. Mullins et son équipe sont furieux des retombées économiques de l'opération, oubliant totalement qu'ils ont abattu un homme qui figurait en tête de leur propre liste de terroristes. Byron est contraint de leur rappeler que s'il voulait que le milliardaire reste en vie, il n'aurait jamais dû l'inscrire sur cette liste. Josefina intervient alors en renfort pour les sauver. Elle confronte immédiatement Jo, une scène qui a beaucoup fait parler d'elle cette saison, furieuse de ne pas avoir été informée d'une opération de la CIA en cours dans sa zone de combat. Jo doit lui expliquer sans détour qu'elle n'était tout simplement pas habilitée à être au courant. Une fois les esprits calmés, il lui expose ce qu'ils attendent réellement d'elle, et l'enjeu est de taille. Josefina devra infiltrer le réseau sous l'identité Lioness, après avoir été publiquement renvoyée de l'armée pour faute grave. Contre toute attente, l'équipe parvient à exfiltrer Hernandez et survit de justesse à la contre-attaque pour regagner la frontière américaine. Une fois la députée en sécurité, la véritable mission consiste à retrouver l'agent chinois qui tire les ficelles du cartel et à l'éliminer discrètement, de sorte que personne et surtout pas le gouvernement chinois ne puisse remonter jusqu'aux États-Unis.
Le cartel, Las Tigres, devient la porte d'entrée de la CIA. Son territoire s'étend le long de la frontière américano-mexicaine et des principaux oléoducs. Or, la Chine étant l'un des plus gros importateurs de pétrole mexicain, la CIA soupçonne l'existence de liens entre eux. Les données de localisation d'Hernandez indiquent également qu'elle a d'abord été emmenée dans un lieu contrôlé par Las Tigres, ce qui confirme pratiquement que ce groupe est à l'origine de l'enlèvement. La cible de Joe est Alvaro Carrillo, le chef de Las Tigres, mais celui-ci est pratiquement intouchable et impossible à localiser directement. En revanche, son frère, Pablo Carrillo, est agent de l'immigration et mène grand train à Dallas, avec un salaire qui ne justifie en rien son immense villa. La fille de Pablo, Josefina Carrillo, pilote d'hélicoptère décorée de l'armée américaine actuellement déployée en Irak, devient la cible de Joe pour le prochain recrutement du programme Lioness, car ses liens familiaux lui offrent une voie d'accès crédible au cercle intime d'Alvaro. Joe se rend en Irak pour lui exposer le projet, mais l'équipe tombe dans une embuscade tendue par des combattants de Daesh en chemin. Sa couverture consiste à endosser la responsabilité de l'embuscade même à laquelle elle vient de les soustraire puisque certains agents y ont trouvé la mort, ce qui lui permet de rentrer chez elle de manière crédible, en quête d'un nouveau point de chute. Entre sa disgrâce et ses talents de pilote, l'espoir est que son oncle, Alvaro, y voit une opportunité et l'intègre lui-même aux opérations du cartel, offrant ainsi à la CIA un accès à l'agent du MSS chinois qu'il traque réellement. Mais Joe réalise vite que Josefina lui a menti depuis le début. Elle parle couramment espagnol, contrairement à ce qu'elle prétendait, et elle a toujours su que son père travaillait pour le cartel dirigé par son oncle, ce qui explique la rupture entre eux. Byron souligne le défaut majeur du plan de Joe. Une lionesse est censée accepter la mission de son plein gré, alors que Joe, dans les faits, contraint Josefina à l'accepter. Si Josefina les aide et que le cartel apprend, son père, sa mère et toute sa famille élargie seront condamnés à mort. Il existe désormais un risque réel que Josefina change de camp et avertisse son oncle et son père de toute l'opération au lieu de mener sa mission à bien. Pour parer à ce risque, Joe fait réaffecter Cruz sur le terrain pour surveiller Josefina, avec pour ordre permanent soit de l'aider à accomplir sa mission, soit de l'éliminer si elle fait défection. Comme à l'accoutumée, Washington fait preuve d'indécision, bien que la mission ait été confiée à Byron et à son équipe. Le secrétaire d'État Edwin Mullins hésite désormais à soutenir pleinement l'opération, car les avis sont partagés. La représentante Hernandez est républicaine, et les démocrates présents ne sont pas convaincus de la nécessité même de cette mission de représailles. Byron et Caitlin doivent encore convaincre des responsables démocrates clés que l'enlèvement n'était en réalité qu'une opération sous faux drapeau, un test, et non une véritable tentative de rapt. Si Las Tigres avait voulu éliminer Hernandez ou la retenir indéfiniment, il l'aurait fouillé pour détecter d'éventuels traceurs, aurait détruit son téléphone et l'aurait emmené dans un lieu reculé, difficile d'accès pour la CIA, plutôt que dans un endroit localisé presque immédiatement. Il s'agissait de tester la réaction des États-Unis, la véritable opération ne faisait que commencer. Elles parviennent à convaincre les démocrates, mais la DEA a vend des activités de la CIA à la frontière et s'immisce dans l'affaire par l'intermédiaire de l'agent Gutiérrez. Ce dernier surveillait Joe, craignant des opérations non autorisées sur son territoire. Plutôt que de s'opposer à cette ingérence, Joe et son équipe sont contraintes de coopérer avec lui. Gutiérrez leur fournit des renseignements sur un entrepôt appartenant, selon lui, au cartel, Las Tigres, et servant probablement de lieu de stockage pour de la drogue. Le raid, conçu pour ressembler à une attaque d'un cartel rival plutôt qu'à une opération de la CIA, se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'il pénètre dans les lieux et découvre qu'il ne s'agit pas de drogue. Il tombe sur quelques 500 femmes et enfants victimes de trafic d'êtres humains, introduits clandestinement dans le pays pour être exploités. Faute de pouvoir transporter ou mettre en sécurité des centaines de victimes sans révéler l'implication américaine ni alerter Las Tigres, l'équipe est contrainte d'abandonner les enfants sur place. Toutefois, Joe parvient à placer une balise de localisation sur l'une des jeunes filles avant leur départ. Cruz trouve le moyen de remotiver Josefina, qui a perdu espoir, en suggérant de retourner son père, Pablo, plutôt que de le laisser dans l'ignorance. Comme Pablo agit principalement par appât du gain, la CIA peut le retourner en lui offrant davantage de richesse et de sécurité que le cartel ne le fera jamais. Non pas qu'il le mérite, misogyne, il méprise ouvertement la carrière militaire de sa fille ainsi que celle de Cruz, raillant l'idée même de femmes occupant des postes de combat. Lorsque Josefina lui expose la proposition de la CIA, il s'en prend à elle, Cruz est alors obligé de le maîtriser et de lui présenter ses véritables options, coopérer ou aller en prison. Durant la confrontation, l'équipe d'intervention rapide, QRF, postée à proximité est contrainte d'affronter la garde rapprochée de Pablo, dissimulée dans les maisons voisines, et les abat avant que Joe ne puisse reprendre le contrôle de la situation. Alvaro ne tardera donc pas à apprendre qu'un incident a eu lieu. Pire encore, il découvre que la gouvernante de Pablo travaillait secrètement pour l'agent Gutiérrez de la DEA. Par ailleurs, ils ne parviennent pas à joindre Gio. Alors que Josefina et Cruz se rendaient à Dallas, Gio, Kyle,
Gutiérrez et le reste de l'équipe étaient partis secourir les enfants en suivant la balise placée sur la jeune fille, passant outre les ordres de la supérieure de JO. Il s'agissait de tester la réaction des États-Unis, la véritable opération ne faisait que commencer. Elles parviennent à convaincre les démocrates, mais la DEA a vend des activités de la CIA à la frontière et s'immisce dans l'affaire par l'intermédiaire de l'agent Gutiérrez. Ce dernier surveillait Joe, craignant des opérations non autorisées sur son territoire. Plutôt que de s'opposer à cette ingérence, Joe et son équipe sont contraintes de coopérer avec lui. Gutiérrez leur fournit des renseignements sur un entrepôt appartenant, selon lui, au cartel, Los Tigres, et servant probablement de lieu de stockage pour de la drogue. Le raid, conçu pour ressembler à une attaque d'un cartel rival plutôt qu'à une opération de la CIA, se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans les lieux et découvrent qu'il ne s'agit pas de drogue. Ils tombent sur quelques 500 femmes et enfants victimes de trafic d'êtres humains, introduits clandestinement dans le pays pour être exploités. Faute de pouvoir transporter ou mettre en sécurité des centaines de victimes sans révéler l'implication américaine ni alerter Los Tigres, l'équipe est contrainte d'abandonner les enfants sur place. Toutefois, Joe parvient à placer une balise de localisation sur l'une des jeunes filles avant leur départ. Cruz trouve le moyen de remotiver Josefina, qui a perdu espoir, en suggérant de retourner son père, Pablo, plutôt que de le laisser dans l'ignorance. Comme Pablo agit principalement par appât du gain, la CIA peut le retourner en lui offrant davantage de richesse et de sécurité que le cartel ne le fera jamais. Non pas qu'il le mérite, misogyne, il méprise ouvertement la carrière militaire de sa fille ainsi que celle de Cruz, raillant l'idée même de femmes occupant des postes de combat. Lorsque Josefina lui expose la proposition de la CIA, il s'en prend à elle. Cruz est alors obligé de le maîtriser et de lui présenter ses véritables options, coopérer ou aller en prison. Durant la confrontation, l'équipe d'intervention rapide, QRF, postée à proximité est contrainte d'affronter la garde rapprochée de Pablo, dissimulée dans les maisons voisines, et les abat avant que Joe ne puisse reprendre le contrôle de la situation. Alvaro ne tardera donc pas à apprendre qu'un incident a eu lieu. Pire encore, il découvre que la gouvernante de Pablo travaillait secrètement pour l'agent Gutiérrez de la DEA. Par ailleurs, ils ne parviennent pas à joindre Gio. Alors que Josefina et Cruz se rendaient à Dallas, Gio, Kyle, Gutiérrez et le reste de l'équipe étaient partis secourir les enfants en suivant la balise placée sur la jeune fille, passant outre les ordres de la supérieure de Gio. Une fois sur place, un kamikaze dissimulé au sein du groupe prononce quelques mots en farsi avant de se faire exploser, tuant les enfants ainsi que plusieurs ressortissants chinois qui se trouvaient à proximité. Gio est anéantie, consciente que c'est la mission de sauvetage qui les a exposés à l'explosion, elle est elle-même blessée par balle lors de l'attaque, mais survit. L'attentat étant désormais rendu public en pleine année électorale, l'opération que Washington voulait garder secrète, a totalement dégénéré. L'équipe soupçonne d'abord Gutiérrez d'être une taupe travaillant contre eux, il subit alors interrogatoire, menaces visant sa famille et tests au détecteur de mensonges. Il s'avère toutefois innocent. Il explique avoir commencé à enquêter sur Carrillo après qu'un agent de la DEA a tenté de le corrompre, il avait refusé le pot de vin et tué l'agent en question. Il ne dispose d'aucune trace écrite concernant Pablo, car il menait sa propre enquête officieuse en marge de son agence, faute de confiance envers ses collègues, il n'existe pas non plus de preuves financières attestant que Pablo blanchit de l'argent. La maison dont Pablo est propriétaire lui a été léguée par testament après le décès mystérieux du véritable propriétaire, et ses revenus semblent tout à fait légaux. Dans l'impossibilité de monter un dossier juridique solide, Byron et Caitlin agissent hors des circuits officiels. Ils inscrivent Pablo sur une liste de surveillance terroriste sans preuve tangible et gèlent ses avoirs uniquement pour faire pression sur lui. Leur véritable objectif n'a jamais été de démanteler le trafic ou les activités de drogue du cartel, mais de briser l'influence chinoise sur Los Tigres et d'amener le groupe à informer la CIA si d'autres pays les sollicitaient pour des opérations similaires. Caitlin et Byron proposent à Pablo un marché. Diriger le cartel depuis les États-Unis où la CIA pourra le surveiller directement tout en bénéficiant d'une protection et de nouvelles identités pour ses enfants, à l'exception notable de Josefina, que Pablo méprise profondément. Pablo accepte et organise une rencontre avec Alvaro pour lui soumettre la proposition. Cependant, après avoir neutralisé l'agent chinois, il abat son frère et se proclame nouveau chef du cartel. Lorsque des renseignements fournis par la Jordanie et le Mossad révèlent que la Chine a également envoyé 2 physiciens nucléaires sur le site d'Ispahan pour prêter main forte à l'Iran, le secrétaire Mullins décide que les États-Unis doivent envoyer un message sans équivoque, un tel mépris pour leurs frontières ne sera pas toléré. La mission consiste alors à éliminer ces 2 scientifiques avant qu'ils n'atteignent le complexe nucléaire d'Ispahan. Malgré plusieurs blessures, les scientifiques sont éliminés et toute l'équipe parvient à s'en sortir vivante, bien que non indemne. À la fin de la saison 2, Gio retrouve sa famille, visiblement ébranlée par le fait que la mission a failli coûter la vie à tous les membres de l'équipe, y compris à elle-même.
En voyant Cruz prendre les choses en main et résoudre le problème Josefina, Gio envisage la possibilité de lui confier un jour l'entière responsabilité des opérations de terrain, tout en conservant un rôle de supervision et en consacrant davantage de temps à sa propre famille. La manière dont cela se concrétisera pour l'avenir de Cruz au sein du programme reste en suspens à l'aube de la suite des événements.